tous, vous êtes chez vous. Surtout bienvenue à notre ami Arthur Dahl et un grand merci d'être resté, puisque hier Arthur a animé une très belle soirée sur l'écologie et la spiritualité. Et ce soir, c'est une sorte d'approfondissement, de réflexion sur la gouvernance, ces différents niveaux de gouvernance. Et je proposais à Arthur, pour que tout le monde soit à l'aise, que dans la discussion, on puisse parler anglais et français indifféremment. Les textes étant en français, donc il va pour le moment commencer en français. Et puis on va voir après. Sentez-vous à l'aise de parler comme vous préférez, l'une ou l'autre langue. Moi, j'aimerais proposer qu'on commence par une prière. Oui. Peut-être si quelqu'un a envie de chanter une prière. Et après, on peut commencer la discussion. With the power of thy name, nothing can ever hurt me. And with thy love in my heart, all the world's afflictions can ignore what's above me. Merci d'être venu ce soir. Je me sens un peu chez moi ici aussi. Mon livre de famille est luxembourgeoise, donc j'ai quelques racines dans la communauté ici. J'étais marié ici il y a 38 ans. Donc je me sens un peu aussi, parmi eux, en tant que des liens avec la communauté luxembourgeoise. On me demandait de partager des principes sur la gouvernance. J'ai un peu peur après hier soir que j'ai trop de matériaux, que ça serait trop lourd. Donc, on me dit que c'était trop dense, on n'avait pas le temps d'absorber. Donc, j'ai un peu peur que. Donc, mais on peut prendre le temps, on peut discuter, aller trop vite. Si on peut sauter certaines choses, on peut accélérer. Donc, on peut être plus libre ce soir entre nous de choisir la vitesse de ces idées. Je sais aussi qu'on arrive aux questions de la consultation. Il y a d'autres personnes qui ont des choses à contribuer, on peut avoir une discussion là-dessus. J'ai quelques petits textes qui on peut aller plus loin dans cet outil de gouvernance qui est très spécifique à la travail. Et donc, les éléments que je voulais développer pour montrer, c'est tout ce qui est de façon individuelle. Donc, en tant qu'individu, quel est notre rôle dans ce processus de gouvernance? Quelques fonctions, pourquoi la gouvernance, qu'est-ce qu'elle devrait faire, les institutions de gouvernance telles qu'elles sont préconisées dans la travail et en général, comment est-ce qu'on conçoit ces institutions, la gouvernance locale, nationale, internationale, certains buts, à quoi devrait arriver la gouvernance et comment y arriver, quelles sont quelques étapes pour améliorer les systèmes de gouvernance. Ça, c'est un peu les différentes dimensions de gouvernance qu'on pourrait traiter pendant la soirée. D'abord, côté individu, et juste pour. J'ai donné quelques petits tableaux de Mark Tobey pour illustrer les différents thèmes, juste pour changer un peu l'esprit, si vous êtes fatigué des textes, un peu d'art, peut toujours éclairer les choses. Et la Maison de justice nous a dit que l'autonomisation spirituelle des personnes, lesquelles viennent se considérer comme des agents actifs de leur propre apprentissage, les protagonistes d'un effort constant pour mettre en œuvre la connaissance afin de réaliser une transformation individuelle et collective. Donc, tout ce travail en soi devrait autant aller sur le changement collectif, donc vis-à-vis des mécanismes de gouvernance, les structures de communauté, que dans le transformation individuel. Et dans cette culture dans l'apprentissage et le mode de fonctionnement, un mode qui favorise la cultivation informée des personnes de plus en plus nombreuses dans un effort unifié
visant à appliquer les enseignements de Baha'u'llah à la construction d'une civilisation divine, ce que le gardien définit comme la mission première de la foi. Donc il est clair, construire une civilisation divine, une implication de gouvernance à tous les niveaux. La civilisation a un mécanisme fondamental, les mécanismes de gouvernance. Donc notre but, tout ce processus devrait nous conduire à créer cette civilisation, donc les mécanismes de gouvernance qui devraient être au cœur de cette civilisation divine. Et cet objectif, on ne devait ne pas perdre de vue cet objectif, que c'est la transformation de la société, donc la refonte de cette institution et processus, qu'une ampleur encore jamais vue. Donc on devrait tout changer. Tout ce qu'on avait hérité de cette gouvernance fonctionne très mal, on peut voir à quel point il n'arrive pas à avoir des problèmes. Donc notre but, c'est de transformer fondamentalement dans les institutions et les processus, et donc même dans les modes de pensée et d'action, qui sont insuffisants actuellement. Et donc, on a vraiment un but essentiel de changement, de transformation de la société, et c'est à travers nos petits efforts dans nos institutions, dans les structures qu'on pourrait bâtir, de cette gouvernance pareille, qu'on peut essayer de montrer le modèle, de montrer le processus de transformation qui devrait se faire dans la société tout entière. Et notre but essentiel, c'est de servir l'intérêt public. Et c'est Abdu'l Baha qui nous a dit que l'individu pieux doit renoncer à ses désirs personnels et chercher de tout son cœur, de toutes les manières possibles, à servir l'intérêt public. Il n'est pas possible d'être humain, se détourner de ses avantages privés et de sacrifier son propre intérêt au bien de la communauté, qui est nécessaire pour une bonne gouvernance, que par la vraie foi religieuse. Car l'amour de soi est ancré dans l'argile même de l'homme. Et il n'est pas évident que son espoir de récompense substantielle, il néglige son propre bien matériel. On regarde les politiciens aujourd'hui, on peut voir à quel point cette vérité est évidente dans l'argile d'égoïsme, etc., qui est derrière ce système. Mais l'individu qui met sa foi en Dieu et croit aux paroles de Dieu, parce qu'il croit qu'une abondante récompense dans l'autre vie, et parce que les avantages temporels ne sont rien pour lui en comparaison de la joie et de la gloire des futures sphères d'existence, abandonnera pour le mot de Dieu sa paix et son avantage personnel, et vouera librement son cœur et son âme au bien commun. Donc, on voit à quel point cette chose est fondamentale. Pour chercher le bien commun, il faut avoir une transformation spirituelle dans chaque individu, pour être détaché de cet égoïsme et être prêt à faire les sacrifices nécessaires pour que la gouvernance puisse marcher. Et donc, c'est enraciné dans cette transformation même de chaque individu spirituellement. Baha'u'llah dit, il incombe à chaque homme, en ce jour, de s'en tenir fermement à tout ce qui pourrait promouvoir les intérêts extérieurs de toutes les nations, de tous les gouvernements équitables. Donc, on voit que c'est enraciné dans les enseignements de Baha'u'llah qu'on devrait encourager, soutenir, encourager les gouvernements équitables, les intérêts des nations. Et on a des conseils pour les élections, parce que souvent on voit les systèmes assez corrompus d'action extérieure, mais on voit que l'approche Baha'i envers les élections est très différente et des responsabilités assez fondamentales. La participation de tous les membres adultes de la communauté à ces élections est une caractéristique distinctive du système de Baha'u'llah, car c'est un devoir impérieux qui confère à chaque Baha'i le grand privilège de sélectionner en tant que citoyen responsable de ce nouveau monde qui est en train de voir le jour, la composition des institutions ayant autorité sur le fonctionnement de la communauté Baha'i. À cet égard, l'indifférence et la négligence de la part de tout croyant sont étrangères à l'esprit de la cause. Le langage utilisé par la maison de justice est assez fort, de dire que c'est un devoir impérieux et qu'il ne fallait pas négliger ou être indifférente vis-à-vis cette fonction essentielle qui est au cœur même du système de gouvernance. De choisir ceux qui devaient prendre une décision, c'est le fondement même de gouvernance. C'est au cœur de nos responsabilités en tant que Baha'i. Et les procédures des méthodes électorales Baha'i ont en effet parmi le but essentiel
le développement de l'esprit de responsabilité chez le croyant. Donc si on participe, c'est développe même un sens de responsabilité, une des caractéristiques du Baha'i plus spirituel. Donc, on a la plénitude, elle oblige à devenir membre actif et bien informé dans la communauté Baha'i, ou du lieu où il réside. Donc, pour pouvoir voter correctement en tant que Baha'i, il faut être actif, il faut connaître les gens. Les gens disent, mais je ne connais personne, comment est-ce que je peux voter? Donc, c'est une responsabilité d'être actif, de mettre cette action pour qu'on rencontre tout le monde, pour qu'on peut, en bonne conscience de cause, choisir les meilleurs pour dans une élection. Donc, on voit à quel point c'est le fonctionnement de la communauté qui est au cœur de ces principes de gouvernance. Et si les Baha'is veulent remplir le mandat de Baha'u'llah, il est évidemment vital qu'ils comprennent que les efforts parallèles en vue de promouvoir l'amélioration de la société et d'enseigner la foi Baha'i ne sont pas en compétition. Ils sont plutôt des éléments complémentaires d'un problème global cohérent. Donc, on ne faut pas dire qu'on ne que enseigner, on ne peut pas faire autre chose. On est obligé de s'impliquer dans la société, obligé de prendre ses responsabilités. Donc, notre rôle de gouvernance est un élément essentiel de nos activités en tant que Baha'i individuellement. Mais chacun devait trouver sa propre place dans ce continuum de recherche spirituelle et choisir ses propres responsabilités et avoir une perspective de ce processus de transformation dans lequel elle est engagée. Donc, tout le monde ne peut pas tout faire. Chacun devrait se spécialiser là où il a ses capacités, hypothèses, etc. Mais chacun devrait réfléchir à faire le choix de cette rôle en fonction de ses possibilités, ses capacités et les besoins de son communauté. Et donc, nous visons cette double transformation des consciences et dans nos structures d'institutions sociales. Et les possibilités offertes par cette transformation, qu'il faudrait chercher l'objectif d'une stratégie de développement mondial. À ce stade crucial de l'histoire, cet objectif ne peut être que d'établir des fondations durables sur lesquelles bâtir progressivement une civilisation planétaire. On ne peut pas tout construire, mais on devrait commencer avec les fondations, les principes même, les petites actions qu'on fait dans nos groupements, nos activités de base, dans les réunions de réflexion, dans le fonctionnement de nos assemblées locales ou nationales, dans les comités. C'était les petites pierres des fondations sur lesquelles finalement il y avait toute cette sphère planétaire qui va être érigée dans le futur. Mais c'est le début de ce processus de gouvernance. Bon, quelles sont quelques fonctions? Pourquoi la gouvernance? Pourquoi est-ce qu'on a besoin? Parfois, les anarchistes disent on n'a pas besoin de gouvernance, tout le monde peut faire tout seul, on ne veut pas s'organiser, on rejette tout ça. Donc, il faut aussi être un peu conscient de quelles sont les fonctions qu'il faut développer dans la gouvernance. Et d'abord, on sait qu'il faut les principes spirituels. Le système Baha'i de gouvernance fait référence toujours aux principes spirituels dans le processus de consultation. Et c'est à travers ces principes spirituels qu'on peut trouver des solutions aux problèmes sociaux de la société. Et c'est à travers les liens avec le spirituel qu'on peut avoir une attitude, une dynamique, une volonté, une aspiration qui permettent de découvrir, mettre en œuvre ces mesures pratiques. Donc, la gouvernance est le mécanisme par lequel on applique ces qualités spirituelles pour découvrir et mettre en œuvre des mesures pratiques. C'est la gouvernance qui nous permet de faire ça de façon systématique et organisée. Et Abdul Baha nous a averti que même si les relations matérielles, le développement du monde physique apportent la prospérité, la menace de danger, de cruelles calamités, de violentes afflictions ne demeure pas moins présente. Progrès et barbarisme vont de pair tant que la civilisation matérielle n'est pas confirmée par la direction divine, tant qu'elle n'est pas renforcée par la conduite spirituelle. Donc ça, c'est le défi de gouvernance aujourd'hui, qu'on n'a que la gouvernance matérielle, et on voit tous les problèmes matériels qui en suivent, parce qu'on n'a pas encore ajouté une dimension spirituelle dans ce système de gouvernance. C'est un des grandes défauts de ce système, qu'il n'y a aucun lien avec le spirituel, et donc ils sont perdus dans les voies matérielles. Et les causes de conflits entre différentes nations sont toujours dues à une des catégories suivantes de préjugés.
raciaux, linguistiques, théologiques, personnels et des préjugés de coutumes et de traditions. Cela requiert une force active universelle pour surmonter ces différences. Donc, pour battre toutes ces divisions de la société, et cette force active universelle, c'est la religion, c'est la spiritualité qu'il faut introduire dans ces systèmes de gouvernance pour qu'on puisse dépasser tous ces préjugés qui sont au fond des causes de conflits entre les nations aujourd'hui. Et il continue, il est certain que le plus grand instrument dans l'égalisation du développement est la gloire de l'homme, l'agent suprême de l'élimination et de la rédemption du monde, c'est l'amour, la camaraderie et l'unité entre tous les membres de la race humaine. Rien de ce monde ne peut être fait, ni même conçu, sans l'unité et la concorde. Et le parfait moyen d'engendrer la camaraderie de l'union, c'est la vraie religion. Donc, au cœur de ce processus de gouvernance, il faut avoir cette fonte de religion qui nous donne l'unité, de créer cette unité entre toute la race humaine et donc d'avancer vers cette nouvelle civilisation. Et c'était le désir ardent d'avoir des institutions qui font preuve de justice, supprimera l'oppression et encourageront une unité durable entre les éléments disparates de la société. Évidemment, parce que tout le monde cherche ça, tout le monde aimerait bien avoir cette unité. Mais on n'arrive pas encore à canaliser ce désir à travers les structures de gouvernance capables de l'apporter. Et la justice est la seule force qui puisse transformer la conscience naissante de l'unité de l'humanité en une volonté collective, capable d'ériger sereinement les structures nécessaires à une vie communautaire mondiale. À une époque, il est de plus en plus facile au peuple du monde d'avoir accès à une information multiforme et une grande diversité d'idées. La justice s'imposera comme principe directeur d'une organisation sociale réussie. Et c'est là donc le but de la gouvernance, c'est d'avoir cette vie communautaire mondiale. Et il faut la justice à la base pour pouvoir dépasser ces limites, tous ces problèmes et arriver à créer cette organisation sociale réussie. Comme Revan avait dit, la coopération et la réciprocité sont des propriétés essentielles inhérentes au système unifié du monde, de l'existence, et sans lesquelles la création tout entière se réduit au néant. Donc, la gouvernance devrait être la réflexion de cette coopération, cette réciprocité. C'est le mécanisme par lequel on met en action ces principes qui sont la fondation même de la création. Ça, dans la nature, ça existe autrement, dans les symbioses, dans les comportements. Et au niveau humain et social, c'est les structures de gouvernance qui sont la façon d'exprimer cet esprit de coopération, de réciprocité. C'est la mise en œuvre de ces principes. Et en ce qui concerne ces principes, chaque membre de la collectivité devrait vivre dans le confort et le bien-être le plus complet, car chaque membre individuel de l'humanité est un membre de la collectivité. Et si un des membres est en détresse ou affligé d'une maladie quelconque, tous les autres membres doivent nécessairement souffrir. Une loi doit être donnée à cette famille pour que tous ces membres jouissent du bien-être et du bonheur semblable. Donc, qu'est-ce qui fait les lois? C'est le gouvernement. La gouvernance. Donc, un des buts de cette gouvernance, c'était d'établir ces lois pour s'assurer que chaque être humain a les nécessités de base, a la capacité d'être éduqué, de se développer, de s'accomplir en tant qu'être humain. Donc, c'est un but essentiel. C'est la raison pour laquelle on a besoin de gouvernement d'accomplir cette dimension de civilisation spirituelle. Et dans la mesure où le pouvoir sera exercé selon les principes en harmonie avec cet intérêt en perpétuelle évolution d'une race humaine qui meurt rapidement, les institutions de la société pourront susciter, diriger des potentiels latentes dans la conscience des peuples du monde. Parmi ces principes, il y a l'obligation pour ceux qui détiennent l'autorité, donc les gens qui gouvernent, de gagner la confiance, le respect et le soutien sincère de ceux dont ils aspirent à gouverner les actions. De consulter ouvertement et le plus complètement possible ceux dont les intérêts sont influencés par les décisions à prendre,
et s'assurer objectivement que la réalité des besoins, des aspirations des communautés qu'ils servent, de tirer bénéfice des progrès moraux et scientifiques pour utiliser au mieux les ressources de la communauté, y compris l'énergie de ces mondes, pas simplement l'énergie matérielle, mais l'énergie sociale et spirituelle. Parmi les principes d'une autorité effective, aucun n'est aussi important que celui de donner la priorité, établir et maintenir l'unité entre les membres d'une société et leurs membres des institutions administratives. Lié à la priorité se trouve l'engagement recherché en toutes choses, la justice. Donc, dans ce seul paragraphe du débat, on voit tous les éléments essentiels de fonctionnement de gouvernance. La confiance de ceux qui sont gouvernés, la responsabilité d'appliquer l'autorité, l'écoute des besoins, des aspirations, l'utilisation de sciences pour mieux utiliser les ressources et de canaliser l'énergie de tous ces membres. Donc, comme guide de gouvernance, ce paragraphe donne un peu l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour un bon gouvernance, pour toutes nos structures d'aujourd'hui et pour demain. Et derrière, inévitablement, cette culture démocratique qui est dans l'esprit et la forme, mais ce n'est pas le système de démocratie actuel. Donc, l'idéologie des différents partis qui se trouvent aujourd'hui embourbés dans un appétit, cette corruption, ce cynisme auquel elle a donné elle-même naissance. Pour désigner ceux qui devront prendre des décisions collectives de sa part, il n'a pas besoin de ces théâtres politiciens de candidature personnelle, ou de listes de candidats, de campagne électorale, ou de pêche aux voix, dont il ne tire aucun bénéfice. À mesure que s'accélère le mouvement vers l'unification de l'humanité, ceux qui seront choisis devront toujours plus orienter les affaires dans une optique globale. Les élus qui dirigent les affaires humaines, aussi bien à l'échelle nationale que locale, devraient se considérer responsables du bien-être de l'humanité dans son ensemble. Donc, même dans l'assemblée locale, même le comité local, il faut avoir cette perspective du bien-être de l'humanité dans son ensemble. Il faut avoir une perspective globale toujours derrière nos pensées. Bon, la consultation. Quelques principes et après on peut ouvrir. Et s'il y a des questions, vous voulez arrêter de discuter un peu plus de questions, on peut toujours arrêter. C'est important. S'il y a quelque chose qui ne vous parle particulièrement, on peut toujours discuter un peu de cette question, si vous voulez. Au niveau du groupe, le souci de justice est l'indispensable repère d'une prise de décision collective, car c'est le seul moyen de parvenir à l'unité de pensée et d'action. Loin d'encourager l'esprit punitif qui lui est souvent servi de masque dans le passé, la justice est l'expression concrète de la notion qu'en matière de progrès, les intérêts de l'individu et ceux de la société sont inextricablement liés. Dans la mesure où la justice devient la règle des relations humaines, un climat d'échange s'installe qui permet alors d'examiner sans passion les options en présence et d'adopter une ligne de conduite appropriée. Le type de recherche de vérité qu'exige cette consultation est très différent des modes de négociation et de compromis qui tentent de caractériser aujourd'hui le débat actuel sur les affaires humaines. L'objectif de cette recherche est de parvenir à un consensus sur la réalité de situation précise et prendre la mesure la plus sage parmi toutes les options offertes à un moment donné. Chacun s'efforce de dépasser son point de vue et participer comme membre d'organismes aux intérêts et buts propres. Dans cette atmosphère de franchise et de courtoisie, l'individu n'est pas propriétaire des idées qui sont apparues pendant la discussion, elles appartiennent au groupe dans son ensemble, et qui est libre d'accepter ou non, ou encore de les repenser pour servir au mieux le but poursuivi. Une consultation ne réussit que dans la mesure où tous les participants adhèrent aux décisions finalement prises, quelle que soit l'opinion qu'ils avaient chacun au départ. Donc l'essentiel de consultation Baha'i, c'est bien décrit pour ce paragraphe. J'avais un ami de longue date qui me disait un jour qu'il était sûr que la consultation marchait bien
quand il votait contre ses propres idées. Pour lui, c'était le signe, quand il a réussi, qu'il était convaincu que s'il n'était pas bon, qu'il fallait rejeter. Y a-t-il des questions, des choses que vous voulez soulever sur cette question? Ah, merci. J'ai peur de le voir. J'aimerais bien revenir dans le slide précédent sur le concept de justice. Oui. C'est un peu perplexe par rapport à ça parce que d'un côté, la justice, c'est l'indispensable repère d'une prise de décision collective, d'accord? Donc là, c'est au niveau d'une assemblée ou d'une communauté qui consulte. Sur le plan collectif, disons, le critère, c'est le critère de justice. Oui, c'est la maison de justice embryonnaire, mais Voilà. ils vont évoluer, devenir une maison de justice sur le but de la justice. Là, je comprends sur le plan collectif, mais plus tard, il parle de l'individu. Ah non, pardon, alors j'ai mal lu, parce que c'est allé un peu vite. Je pensais que l'individu lui-même doit rechercher la justice, parce qu'il me semble que ça, c'est difficile pour l'individu. Non, l'individu cherche la miséricorde, c'est l'institution qui cherche la justice. Voilà, c'est ça, oui, Oui. c'est là-dessus. Ça, c'est l'équilibre, l'équilibre. On devrait pardonner individuellement, mais si la communauté a besoin de justice, c'est la gouvernance qui applique le principe de justice dans la communauté. Peut-être peut-être qu'on peut dire les choses comme ceci. On peut distinguer la recherche de la justice, qui est la responsabilité de l'individu, et l'application de la justice, qui est du domaine de Dieu. Oui, on devrait toujours chercher individuellement. La justice, c'est nos repères pour juger tout ce qui est autour de nous, ne pas dépendre des autres. Oui. Comme on l'avait dit dans la parole cachée. Oui, tu veux rajouter? Il y a un élément auquel j'ai pensé, je ne sais pas s'il est là-dedans, c'est de dire que lorsque on essaye de prendre une décision sur un sujet, au lieu de... Selon quelle manière on prend la décision? Au lieu de prendre la décision, celui qui a la meilleure façon de parler, celui qui a la plus de force, celui qui est le plus accepté dans le groupe à cause de son statut social, peut-être, on dit non, quel est le principe derrière la décision qu'on veut prendre? Alors on a un exemple pour l'école d'été, on a du mal à trouver quel prix demander pour l'école. Parce que d'une part, on a dit il y a des lits en trop, et donc si on met le prix trop haut, on n'aura pas tout le monde inclus. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pour eux c'est trop cher. Et il me semble un élément, peut-être le principe, c'est de dire qu'est-ce qui amène l'unité à l'école. Et donc si on prend ce principe-là, peut-être on peut trouver un moyen, on regarde qu'est-ce que demandent les écoles autour de nous, qu'est-ce qui est raisonnable, parce qu'on a des moyens limités, mais finalement on est aussi, on a besoin de moyens financiers pour tenir une école. Mais pour aussi des questions de justice, s'il y a une famille nombreuse, peut-être ils n'ont pas les moyens pour que tout le monde puisse venir, tous les enfants, etc. Il y a peut-être d'autres personnes, il y a différents niveaux de moyens aussi. Donc, est-ce qu'il y a moyen que ceux qui ont un peu plus de capacité payent un peu plus pour qu'on peut donner des bourses d'aide à certaines personnes qui ont besoin de l'école mais n'ont peut-être pas les moyens de venir. Donc, avec ce principe de justice et cet équilibre entre les intérêts individuels et collectifs, on peut réfléchir à quelle est la formule qui est plus adaptée aux différents besoins de la communauté. Et peut-être aussi de dire que peut-être c'est aux communautés locales qui connaissent mieux la situation de chaque personne, de voir s'ils ne peuvent pas donner une aide supplémentaire pour certaines personnes qui ont besoin. Ce n'est pas nécessairement le comité d'école qui peut savoir la situation de chacun, mais la communauté locale a peut-être une meilleure idée. Donc il pourrait aussi être impliqué dans cette chose.
Donc on consulte là-dessus, on consulte au niveau national, au niveau local, et on cherche des solutions dessus. Je me rends compte que ce critère de rechercher la justice est très difficile et très mal compris dans notre société. Et je constate que ce principe-là, il est violé dans tous les égards, dans les négociations internationales et je ne sais pas quoi encore. Et je me pose la question, comment y parvenir? Ça m'intéresserait beaucoup, comme pour consacrer un peu de temps à cet aspect un peu pratique peut-être. Et dans la citation hier soir, par exemple, dans le texte de Parola sur ses conseils au soutien de Turquie sur les salaires donnés à ses ministres, il dit le fait que ce n'est que justice, qu'ils ont de quoi remplir le besoin, mais pas d'accumuler le luxe et des choses en excès. Et là, bon, c'est un exemple, pour mieux d'une façon très pratique. C'est quoi la justice? C'est pas les salaires des banquiers, des chefs d'entreprise, etc. Donc, parfois, dans d'autres textes pareils, il y a des éléments d'application pratique dans la justice. Il y a toute une lettre de la maison de justice, je crois que c'est du 2 avril 2010, au Baha'is d'Iran, qui parle des principes économiques pour les jeunes. Et aussi dans le message de Rizwan l'année dernière, il y avait un paragraphe sur l'économie qui parlait du salaire aux gens vis-à-vis les prix des produits qui sont vendus, différents éléments de justice pratique, d'application de justice. Donc je crois qu'on peut, si on a cette idée en tête, tout de suite on commence à voir, mais ça c'est la justice, ça c'est la justice. Le système de trésor dans le village, comme je vais parler, où il y avait le système d'impôt gradué, où ceux qui gagnent juste assez pour couvrir ses frais ne payent pas d'impôts, ceux qui gagnent un peu plus c'était 25%, juste 50%, ceux qui n'avaient pas assez, ils recevaient du trésor assez de couvrir ses besoins. Donc à chaque fois c'est une façon de décrire un système de justice d'une façon pratique et on peut s'inspirer de ces éléments-là pour réfléchir. Et j'ai un rôle aussi de gouvernance d'utiliser ces éléments. Les principes de justice s'expriment dans tel ou tel cas, de telle ou telle façon. C'est à partir de la réflexion, d'une consultation dans une assemblée, de chercher c'est quoi la justice de cette situation. Est-ce qu'il y a des modèles dans différents principes qui pourraient nous aider et nous guider? Oui. En Suisse, il y a une école d'hiver depuis des années et le comité applique toujours, presque toujours, le prix normal de ces centres, qui est parfois élevé, mais toujours encourage les amis de participer, même s'ils n'ont pas les moyens. Alors, les amis savent maintenant que chacun peut participer et ceux qui n'ont pas les moyens, ils contactent le comité et le comité leur demande combien vous pouvez payer vous-même et le reste, le comité prend en charge. Et pour cela, il y a un fonds. Donc, ça peut-être, on peut appliquer aussi ici au Luxembourg. Donc il y a différentes façons d'approcher la question. Si le fonds n'est pas possible, on peut suggérer à ces personnes d'abord demander à leur assemblée locale s'il n'y a pas une aide au sein de leur propre communauté pour qu'ils connaissent bien la situation, pour qu'ils pourraient participer à l'école. C'est aussi une possibilité. On va continuer sur... Donc, vu sous cet angle, la consultation est l'expression concrète de la justice opérant dans les affaires humaines. C'est assez clair à quel point la justice est au cœur des choses. On peut dire que c'est le but premier de toute forme de gouvernance, c'est de trouver... Oui, c'est pour ça qu'ils sont des maisons de justice. C'est ça. Si on met ça dans le nom de l'institution, il est clair que c'est le but premier. C'est explicitement dans le titre qu'on donne à ces structures. Nul peut atteindre son rôle véritable excepté par son sens de la justice. Il n'y a de force que dans l'unité. Seule la consultation peut mener à la prospérité et au bien-être. Voilà.
Peut-être aujourd'hui, le défi, c'est que nous n'avons pas tous la même conception de la justice. Il y a un monde qui dit ce qui est juste, c'est que le plus fort, c'est qui gagne. Et donc, dans ce cas-là, ça ne marche plus. C'est un peu la thèse de Michael Carlbeck, qui dit le monde fonctionne aujourd'hui. Celui qui a plus de pouvoir, il amène le plus de personnes à faire une démonstration. Et le gouvernement, s'il voit qu'il y a beaucoup de gens qui font une démonstration, il change les choses. Et c'est là, je crois que c'est dans la prospère d'humanité, où en question on dit que l'idée de justice dans ce actuel, c'est très loin de l'idée de justice telle qu'elle est définie dans le travail. Et il faut s'imprégner de ces principes de justice tels que Dieu les a définis, l'exemple qu'il a donné en différentes applications de ces principes, pour améliorer ce concept de justice qui est trop souvent une question de pouvoir et de punition imposée, des structures qui sont très loin d'approche pas, où la justice et la miséricorde sont toujours dans un certain équilibre. Bon. L'éducation et la gouvernance. L'exigence primordiale, la plus urgente, la promotion de l'éducation. Il est inconcevable qu'une nation quelconque atteigne la prospérité et au succès sans qu'on se préoccupe de ce problème suprême et fondamental. La première raison du déclin et de la chute des peuples est l'ignorance. De nos jours, la masse est ignorante même des questions courantes. Elle peut d'autant moins comprendre d'une manière complète les importants problèmes et les besoins complexes actuels. Donc, comment gouverner une société si les peuples sont en ignorance? L'ignorance mène à la manipulation, à toutes sortes de dérives de gouvernance, parce qu'il est très facile pour les gens sans scrupules de profiter de cette ignorance pour saisir le pouvoir, pour créer une réaction de xénophobie, etc. Donc, le fond d'éducation est aussi essentiel en gouvernance efficace qui peut marcher. Et donc, c'est répondu. Ça, c'est pour la bonne gouvernance. Oui, la bonne gouvernance. Ceux qui font exactement ça pour gouverner maintenant, ceux qui utilisent maintenant c'est exactement ça, maintenir l'ignorance, tu fais qu'est-ce que tu veux. Oui, exactement. Oui. Ça, c'est la bonne gouvernance, la réelle gouvernance. Mais je crois que ce qui est pire, parce que là, on peut le comprendre pour les pays, par exemple, où il y a un très haut degré d'analphabétisme et tout ça, on peut parler d'ignorance. Mais en réalité, si on regarde autour de nous, je crois que le fait de croire que l'on a le savoir, alors qu'on est très désinformé et manipulé dans l'information, est encore pire que l'ignorance. Parce qu'au moins, l'ignorant, il sait qu'il ne sait pas. Mais dans nos pays, nous croyons que nous savons. Mais nous savons comment? Nous savons par des intermédiaires qui nous filtrent déjà d'une certaine façon l'information et même le savoir qui est accessible. Alors ça, je pense qu'il faut être très vigilant aussi sur pas seulement le manque d'éducation, mais de réfléchir sur quelle éducation. Il y a d'autres formes d'ignorance. L'ignorance d'avoir été manipulé, le manque de transparence qui fait qu'on nous donne l'impression qu'il y a quelque chose, mais derrière, c'est tout à fait autrement que ça se fait, etc. Donc, il y a l'ignorance qui est cultivée parfois, l'ignorance qui est manipulée. Donc, ce n'est pas simplement un illettrisme comme ignorance, mais il y a d'autres formes que ça peut prendre qui sont peut-être même plus dangereuses, comme vous avez dit, parce qu'on est ignorant de notre ignorance. On ne sait pas qu'on est manipulé, on ne sait pas qu'on est enfermé dans une structure, et ça a l'air d'être tout à fait logique. Mais on est quand même piégé dans un système qui ne pose pas les bonnes questions, et ne donne pas les bonnes informations. Et c'est pour ça que c'est toujours les principes spirituels, les principes Baha'i, qui sont le pierre de touche de la vérité, pour tout tester à travers les principes pour voir si c'est du vrai ou si c'est du faux dans les situations autour de nous. Mais bon, ne nous limitons pas à donner la faute aux autres. Nous sommes aussi dans le confort de l'ignorance. Oui, C'est quand même plus confortable de dire je ne sais pas, et finalement je n'ai pas beaucoup de temps de m'informer que de prendre sa responsabilité. Oui, ça aussi. Oui, puis c'est très fatigant aussi de tout remettre en question et de tout chercher. Donc, parfois, effectivement, c'est la solution de facilité.
d'accepter ce qui est dit dans les médias, par exemple. Et donc, c'est la fonction du gouvernement, le devoir de ceux qui ont la charge d'organiser la société, du gouvernement, de donner à chaque individu l'opportunité d'acquérir le talent nécessaire à l'exercice de profession, quelle qu'elle soit, ainsi que les moyens d'utiliser ce talent tant pour son bien que pour gagner sa vie. Donc, c'est un rôle du gouvernement d'éduquer tout le monde et de donner un emploi. Et combien de gouvernements aujourd'hui appliquent ce principe? Et ça, c'est l'explication des principes du Kitab Piraktas. C'est l'extension de l'importance du travail comme une dimension spirituelle et matérielle. Donc, c'est une fonction de gouvernance de s'assurer l'emploi de chaque être humain sur cette planète. De les former, même ceux qui ont le handicapé mental, etc. On trouve un moyen qui pourrait contribuer d'exercer une profession et servir la société et gagner sa vie. La constitution d'une société globale requiert le développement d'aptitudes se situant bien au-delà de la champ des possibilités actuelles de l'espèce humaine. Les défis futurs exigent un accroissement énorme de l'accès aux connaissances, aussi bien de la part des individus que des organisations. L'éducation universelle sera un agent indispensable à l'élaboration de ces aptitudes, mais un effort ne porte ses fruits dans une condition expresse que les individus et les groupes de chaque secteur de la société soient à même d'acquérir des connaissances et de s'en servir pour la conduite des affaires humaines. Donc là aussi, on voit cette éducation, ce n'est pas simplement aller à l'école, une éducation qui devrait être beaucoup plus élaborée, beaucoup plus d'accès aux connaissances. Aujourd'hui, malheureusement, souvent on est noyé de connaissances inutiles et on n'arrive pas à trouver ce qui est utile. L'accès a été beaucoup augmenté par les nouvelles technologies, mais c'est un accès qui est contre-productif si on n'arrive pas à choisir le bon du mauvais et de faire le tri. Donc il y a encore un effort énorme à faire pour qu'on peut vraiment développer cette approche à l'éducation d'une façon raisonnable pour arriver à cette but qui était donnée par Abdu'l Baha quand il parle des connaissances de l'articulation divine, d'avoir la connaissance de tous les savoirs du monde, de toutes les religions, de toutes les cultures, de toutes les nations, de toutes les sciences, d'art appliqué, etc. Ils définissent la connaissance d'une façon très large. Donc là aussi, l'accroissement énorme d'accès aux connaissances, c'est un des éléments de cette civilisation en avancée constante. L'éducation se poursuit toute la vie. Donc, ils pensaient avoir quitté l'école. Bon, c'est fini, je regrette, c'est autre chose de la travail. Elle devrait aider les personnes à développer les connaissances, valeurs, comportements et attitudes nécessaires au maintien de l'emploi et la contribution sûre et positive des communautés reflétant les principes de justice, d'équité et d'unité. On voit à quel point ces principes reviennent. Justice, équité, unité, au cœur même de la gouvernance de la société. Elle devrait aider l'individu à trouver sa place dans la communauté, ayant ses racines dans un lieu local, mais s'entendant au monde entier. Une éducation réussie cultivera la vertu comme fondement du bien-être personnel et collectif. Elle développera chez les individus un sens profond du service et un dévouement actif au bien-être de leur famille, leur communauté, leur pays, voire de l'humanité tout entière. Elle encouragera la réflexion personnelle et l'attitude à penser en termes de processus historiques. Elle encouragera l'inspiration au travers les moyens tels que la musique, les arts, la méditation et l'interaction avec l'environnement naturel. Voilà un programme d'éducation assez complet. Mais pour définir un programme d'école d'été ou d'hiver, etc., on peut s'inspirer un peu des différents éléments et de voir comment avoir une éducation pour toute une vie, comment continuer. Nous avons les cercles, oui, une éducation auquel on s'implique dans nos groupements, donc c'est aussi une forme d'éducation, mais certainement il y a d'autres formes aussi à développer. Mais le but va très, très loin, on peut voir à quel point c'est nécessaire pour que chacun ait sa place dans la communauté, et trouver son rôle dans le gouvernement aussi, et dans la contribution au fonctionnement de la communauté, et rendre service à la communauté. Les institutions.
Il y a un discours très intéressant sur les institutions, la nature des institutions. C'est quoi la bonne gouvernance? Quelles sont les structures de gouvernance? Et je vais venir expliquer ces systèmes de gouvernance. De façon théorique. Là, c'est un peu plus académique, mais c'est intéressant parce qu'on nous aide à situer vis-à-vis des situations actuelles. Il faudrait à présent dire un mot concernant la théorie sur laquelle est fondée cet ordre administratif et du principe qui doit gouverner l'action de ces principales institutions. Il serait tout à fait fallacieux de tenter une comparaison entre cet ordre unique de conception divine et n'importe quel autre des divers systèmes inventés par l'esprit des hommes, à différents époques de l'histoire, en vue de l'interaction des institutions humaines. Une telle tentative trahirait en elle-même une manque d'appréciation absolue de l'excellence de l'œuvre de son grand auteur. Comment pourrait-il en être autrement quand nous nous rappelons que cet ordre constitue le modèle même de cette civilisation divine que la loi toute-puissante de Baha'u'llah est destinée à établir sur terre? Les systèmes d'organisation politique humaine, si divers et toujours changeants du passé et du présent, qu'ils soient originaires de l'Est ou de l'Ouest, n'offrent pas le critère adéquat pour estimer la puissance de ses vertus cachées, apprécier la solidité de ses fondements. Donc, il est clair que nous avons quelque chose d'autre que tous les systèmes de gouvernance actuels. Et je vais expliquer pourquoi. La Fédération mondiale Baha'i d'Avenir, dont ce vaste organisme constitue l'unique charpente, est en pratique comme en théorie non seulement unique dans toute l'histoire des institutions politiques, mais encore sans parallèle dans les annales de n'importe quel des systèmes religieux connus du monde. Aucune forme de gouvernement démocratique, aucun système autocratique ou dictatorial, qu'il soit monarchique ou républicain, aucune combinaison intermédiaire d'une ordre purement aristocratique, ni même aucun des types connus de théocratie, qu'il s'agisse de la communauté politique hébraïque ou de diverses organisations ecclésiastiques chrétiennes, ou bien l'imama ou le califat dans l'islam, ne peut s'identifier avec l'ordre administratif que dans la main de maître, son portrait d'architecte a façonné, ni s'y conformer. Donc il faut même se détacher de tout ce qu'on avait appris dans les études politiques à l'université pour voir à quel point ce nouvel système est parfait et sans parallèle. Cet ordre administratif nous-mêmes incorpore dans sa structure certains éléments qui se trouvent dans chacune des trois formes reconnues de gouvernement séculaire, sans être d'aucune façon une simple réplique d'une d'elles, et sans faire entrer dans ces rouages aucune des caractéristiques sujettes aux objections qui leur sont propres. Ils font et harmonisent, comme aucun gouvernement façonné par les mains mortelles ne l'a accompli jusqu'ici, les vérités salutaires qui renferment indubitablement chacun de ces systèmes, sans corrompre l'intégrité des vérités émanant de Dieu sur lesquelles il est en fin de compte basé. L'organisme de la foi Baha'i ne doit en aucun cas être considéré comme étant un caractère purement démocratique, dans la mesure où l'hypothèse de base qui requiert de toute la démocratie se soumettre à l'obligation d'obtenir le mandat du peuple ne figure absolument pas dans cette dispensation. Donc on est élu, mais on n'a pas une responsabilité, un mandat du peuple de représenter leurs intérêts dans le processus de consultation. On est choisi pour nos qualités spirituelles, pas parce qu'on devrait parler pour tel ou tel secteur de la société. Donc déjà, c'est une forme de démocratie très différente de la démocratie représentative actuelle. Dans la conduite des affaires administratives de la foi, dans la promulgation des actions nécessaires pour compléter les lois de Kitab et Akdas, il ne faudrait pas perdre de vue que les membres des maisons de justice ne sont pas responsables envers ceux qu'ils représentent et qu'il ne leur est pas permis de se laisser influencer par les sentiments, par l'opinion générale ou même par les convictions de la masse des fidèles ou de ceux qui les élisent directement. Sinon, comme c'est ouverte à l'inspiration divine. S'ils sont divinement inspirés,
ça peut être en conflit avec tout ce qui vient d'en bas. C'est très différent des démocraties actuelles dans cette dimension de son fonction. Ils rendent compte à Dieu, pas aux électeurs. Oui, exactement. Oui. Vous disiez qu'on n'a pas, ceux qui sont élus n'ont pas dans l'esprit l'intérêt des électeurs. Non. Mais en fait, je dirais, c'est vraiment dans l'intérêt Oui, de c'est l'électeur, dans mais l'intérêt, mais pas selon leur désir. Exactement, oui. Non, oui, Ça, oui. oui. Moi, je voulais dire qu'autant plus, ils ne sont pas candidats à Exactement, oui. l'élection. Oui. Il n'y a aucune qui ait choisi de proposer pour représenter tel ou tel point de vue, ou telle ou telle conviction. Donc, ils ont été, à travers cette monte de candidatures, ils se sont libérés de responsabilité d'être vus comme le représentant des éléments de nous. Ils n'ont pas fait de promesses. Oui, en plus, on n'a pas besoin de mentir, de faire des promesses. Das Gefühl gibt Krieg aufpassen, national. Moi-même, je pense, plusieurs avocats confiance. Je suis d'accord que c'est pas assez influencé dans le mot mais qui portent, qui sont entendus dans leur communauté. Qu'est-ce que leur communauté pense, les désirs, qui se sont fait une idée, leur précis, filtrant qu'est-ce qui est arrivé, ça c'est très important. Oui, ils sont bien Il informés. n'est pas être influencé, mais quand-même, on était formés à l'aide de la communauté. Qu'est-ce que la communauté a besoin réellement? Dans ce sens-là, on fait leur propre idée maintenant. Je le vois dans ce sens-là, pas simplement qu'ils soient influencés. Oui, mais ça, je pense, Nazareth, dans le système administratif bahaï, les membres, si tu parles des membres de la maison de justice, justement, le système du pilier nommé avec les conseillers, les membres auxiliaires, les assistants, c'est justement pour que les membres de la maison de justice soient bien informés. Et informés sur le profond. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont là pour servir les désirs. Non. Ils sont là pour guider la civilisation. Je parle de documents, ils voient vraiment les nécessités de la communauté. Ils sont à l'écoute aussi. Oui, ils ont les deux voix, et bien sûr élus, donc pour les nations internationales, ils sont bien au courant de ce qui se passe dans toutes les assemblées nationales, et de l'autre côté, ils ont cette deuxième voix par les conseillers de Montpellier, donc ils ont différentes façons de s'informer pour pouvoir bien légiférer, etc. Donc, mais c'est dans un autre esprit que dans l'esprit du système démocratique actuel, où on pense à chaque fois des représentations, de défendre les intérêts d'un groupe ou d'un autre. Souvent, j'ai trouvé que chez certains amis, même quand il y a une compréhension de ça, par contre, j'ai eu plusieurs fois des questions par rapport aux délégués à la Convention nationale, où les amis ne comprennent pas que c'est valable pour le délégué à la Convention nationale aussi, qu'il n'est pas représentant de qui que ce soit. Il est élu par une circonscription, mais il n'est pas obligé de dire pendant la Convention des choses qui ont été consultées pendant la Convention régionale, par exemple. Et ça soulève parfois des questions chez les amis qui ont dit au délégué « dis telle chose », et après le délégué dit « non, désolé ». Il est libre de faire, il n'est pas lié à cette obligation. Bon, il est toujours possible pour l'Assemblée locale d'envoyer à l'Assemblée nationale pour des questions, etc. Il y a d'autres voies de communication, de mettre des questions. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas les moyens. On sait qu'on devrait avoir la confiance de la communauté. L'Assemblée locale est là pour consulter avec la communauté, écouter les questions. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes par lesquels les suggestions peuvent être proposées et en discuter. Mais après, il y a une liberté complète de traiter ces questions, de consulter sans se dire qu'il fallait représenter tel ou tel point de vue. Donc, être à l'écoute sans être influencé d'une façon ou d'une autre, c'est un équilibre délicat dans ce système parfait, divinement inspiré que nous avons dans la communauté bahaï. Je peux demander? Oui. Sur l'élection de la Maison universelle de justice, on a constaté que les dernières 5 fois, je crois, tous les membres viennent du Centre international d'enseignement. Quoique, on va dire que les amis, les délégués à la Convention internationale, ils ont en fait, je ne sais pas, 3 millions de gens possibles qu'ils devraient connaître.
Voilà, et peut-être il y en a qui se disent, enfin, puisque la maison de justice a déjà nommé des gens qu'ils pensent qu'ils sont capables, qui sont de bonne foi, qui ont des capacités, alors on fait le choix entre cela. Faire de la réflexion sur cette idée, parce qu'il y a aussi des critiques là-dessus, et voilà, c'est intéressant. Mais je crois que si les méthodologistes voient qu'il y a un problème, ils sont tout à fait capables de législer quelque chose pour corriger le problème. Donc peut-être à ce niveau pas très mûr de le fonctionnement du système, c'est le mieux qu'on peut faire pour le moment. S'ils voient que ça pourrait devenir un problème, ils n'ont qu'à nommer que les conseillers féminines et ensuite le problème serait résolu. Il y a des solutions devant eux, s'ils veulent. C'est peut-être la raison pour laquelle les femmes ne peuvent pas être élues à la maison de justice. Ça leur donne la possibilité d'éviter ce problème-là. Non, je ne sais pas, c'est juste une idée comme une autre, Oui. mais je pense qu'il faut faire confiance à la justice, d'être bien conscient, s'ils voient et pensent que ça devient un problème. Ils ont créé le site des conseillers d'enseignement, ils sont capables de faire des ajustements, etc. Les mains de la cause, au moins, ont demandé aux électeurs de ne pas voter pour eux pour l'élection de la maison de justice, à la création de la maison de justice au début. Ils n'ont pas pu ne pas voter, mais dans un sens, ils ont demandé ces choses. Ils n'ont pas pu législer, mais ils ont exprimé la volonté de ne pas être, qu'on vote pour eux. Donc, on peut imaginer, si ça est vu comme un problème, il y a certainement une façon de trouver des solutions. Monsieur Dat? Oui. Oui, j'aime bien ce que vous disiez, qu'à ce moment encore embryonal du développement de la foi, et je pense oui, car nous ne sommes pas encore assez mûrs aussi pour, disons, pour discerner. Vu qu'il n'y a pas de candidature, alors, mais vu, disons, et il y aurait toujours la possibilité qu'il y a certains gens qui prennent d'autres mesures pour se faire connaître dans les communautés. C'est-à-dire, là, c'est une protection de la communauté, car moi, je ne saurais pas, par exemple, disons, il y a d'autres moyens pour se rendre à un candidat plausible que, sans le dire, n'est-ce pas, il y a beaucoup de moyens pour le faire. Et je pense, disons, on n'est pas assez mûrs, nous, à ce moment-ci, pour vraiment, on tomberait peut-être victime de certaines, je ne sais pas, catégories de gens qui pourraient très bien manipuler et c'est pour ça je trouve c'est tellement fantastique, vraiment on a la Maison universelle de justice aussi qui au fur et à mesure introduit des mesures et au moins ce n'est pas les conseillers qui ont choisi d'être sur le centre d'enseignement. Surtout. Ils sont choisis par une justice qui est divinement inspirée. Donc, il y a d'autres éléments de protection là-dedans qui fait qu'on fait faire confiance que c'est le meilleur système qu'on peut avoir pour le moment. Et s'il y a un problème qui se lève, il y a un moyen de le faire évoluer. Il faut laisser comme ça. Ils doivent, dans une attitude empreinte de dévotion, se conformer à ce que leur conscience leur dicte et leur suggère. Ils doivent en fait s'informer de la situation qui règne en ce moment dans leur communauté. Donc on vient de parler de ça, les justices doivent s'informer de la situation qui règne dans leur communauté. Ils doivent peser dans leurs esprits sans passion le bien fondé de n'importe quel cas soumis à leur examen, mais ils doivent se réserver le droit de décision libre. Dieu, en vérité, les inspirera de tout ce qu'il veut et la promesse formelle incontestable de Baha'u'llah. Eux, et non le corps de ceux qui les élisent, soit directement, soit indirectement, ont été ainsi désignés pour être les dépositaires de la direction divine, qui est tout à la fois la force vitale et l'ultime sauvegarde de cette révélation.
Joghiapalli 1934. Donc bien avant la création des maisons de justice actuelles, les principes sont là et très clairement exprimés. On ne peut pas non plus rejeter l'ordre domestique pareil comme étant un système d'autocratie absolue, dur et rigide, ou une vaine imitation de quelque forme de gouvernement ecclésiastique absolutiste, que ce soit la papauté, l'imama ou toute autre institution similaire, pour la raison évidente que le droit exclusif de légiférer sur les matières non expressément révélées dans l'écrit Baha'i a été conféré aux représentants internationaux élus des adeptes de Baha'u'llah. Ni le gardien de la foi, ni aucune autre institution, hormis la maison de justice, ne pourra jamais usurper ce pouvoir vital et essentiel ou empiéter sur ce droit sacré. La suppression de la prêtrise professionnelle, les lois exigeant l'élection au suffrage universel de toutes les maisons de justice locales, nationales et internationales, l'absence totale d'autorité épiscopale avec ses privilèges, les corruptions et les tendances bureaucratiques qui l'accompagnent sont les preuves supplémentaires du caractère non autocratique de l'ordre domestique Baha'i et de ses proportions aux méthodes démocratiques de gestion de ses affaires. Je peux vraiment dire élection au suffrage universel. Est-ce que c'est par rapport à... J'avais entendu ça, que c'est un peu drôle que le Luxembourg, par exemple, qui a 500 000 habitants, qui envoie aussi 9 membres, comme l'Inde, qui a 1 milliard. C'est ça, le système élection suffrage universel? Un système d'élection suffrage universel. Oui, mais tout le monde y participe. Chacun a... Et si ce n'est plus une question de représentation démocratique, donc je pense que les gens qui sont élus ne sont pas responsables de parler pour l'électorat. Le fait qu'on parle pour un certain nombre de bourgeois ou qu'on parle pour un certain nombre de Chinois n'a pas de vraie différence. Si tout le monde est élu dans le même esprit, élu pour cette participation, donc ça devrait être suffisant pour reprendre la définition du suffrage universel. Ce n'est pas nécessairement une personne, un voix. Tous les systèmes d'action par étapes passent par cette question.